Bienvenue à toutes et tous dans le 15e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et les abonnés de cette web TV et j'accueille tout de suite Monsieur Patrick Gomez. Bienvenue à toi Patrick. Salut Nico et bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui supportent l'équipe féminine et pas que. Exactement, on salue tout le monde et Patrick, nous avons un invité aujourd'hui, un invité de marque, c'est Daniel Marquez, journaliste et commentateur de l'AD1 Arkema sur Canal+. Bonjour, bonsoir et bienvenue Daniel. Et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Je te laisse te présenter. Comme tu l'as dit, commentateur pour Canal+, journaliste également en parallèle pour Opta, pour ceux qui connaissent autour du football, et pour foot au féminin. Bientôt 9 ans, quasiment 10 sur les Bordeaux Plus de foot féminin et plus particulièrement de D1 Arkema. Et donc aussi parfois commentateur des Girondines sur Canal. C'est magnifique, sacré CV avec un spécialiste du foot féminin, on peut le dire. Écoute, on est très content que tu aies accepté de venir dans cette émission pour échanger avec nous et nous apporter un regard différent de celui que nous pouvons avoir. Donc, très heureux également d'être là. Eh bien, c'est super. Donc, on va parler dans cette émission du dernier match des Bordelaises face à Soyaux, des évolutions du foot féminin sur les prochaines saisons, puisque ça a été annoncé par la Fédération française de football, par Jean-Michel Aulas, membre du COMEX, et Philippe Diallo, le président par intérim de la FFF. Donc, chez vous, si vous aimez le foot féminin, les Girondins de Bordeaux et la Bordelaise, c'est le moment de vous abonner, de liker et de devenir sociaux pour nous soutenir. Messieurs, on va commencer par le premier thème de cette émission. C'est ce match Bordeaux-Soyaux que tu as commenté, Daniel. Donc, tu as vu parfaitement cette rencontre. Patrick, tu étais en tribune. Je commence par toi, Patrick, ou par Daniel, pour avoir son avis sur la rencontre. Allez, notre invité à l'honneur. Daniel, Bordeaux-Soyaux, victoire 3-0. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Qu'est-ce que tu retiens? Déjà, la première chose à retenir, c'est quasiment délivrance pour les Bordelaises, notamment après la série de 6 matchs en victoire en championnat, après la série de 6 matchs sans marquer. Il fallait enfin débloquer le compteur en 2023. Il y avait eu certes la victoire à Dijon au tout début, mais depuis, ça avait du mal. Il y avait eu des bonnes prestations quand même. Il y avait des choses encourageantes. On pense notamment les matchs contre le Paris FC à domicile ou la courte défaite au PSG. Il y avait quand même des choses très intéressantes, mais il fallait matérialiser à un moment ce bon contenu et réussir enfin à prendre des points pour assurer ce maintien et enfin souffler. Donc c'est quand même la première chose à retenir, même si après, si on se penche sur le contenu, c'est peut-être pas le match le plus abouti qu'on ait eu de Bordeaux, clairement. Soyaux a quand même eu pas mal d'intentions et pas mal de situations, même s'il y a une extrême maladresse qui explique aussi le fait que Soyaux soit dans la position où il est aujourd'hui. Mais justement, pour une fois, les Bordelaises, même en étant pas idéalement dans la rencontre, en étant un peu dominées, un peu bousculées, ce sont elles qui ont fait la différence, ce sont elles qui se sont montrées efficaces et qui empochent une très belle victoire, mine de rien, dans ce derby de l'Atlantique, comme certains le nomment. Ah, c'est vrai qu'on peut parler de derby de l'Atlantique, Soyaux en Charente. Derby de l'Atlantique, Nouvelle-Aquitaine, il y a un peu les deux. Ouais, non, mais tu as raison de le mentionner. Patrick, tu étais dans la tribune. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Le maintien quand même? Parce que là, on peut dire que c'est joué mathématiquement. Oui, mathématiquement, c'est fait, surtout avec le calendrier de Soyaux, mais qui va malheureusement pour elle descendre. J'ai même un peu peur pour ce club de son devenir parce que la descente va leur faire très, très mal. Je ne sais même pas si en D2, elles pourront encore survivre. Je leur souhaite parce que ça fait des derbys sympas et qu'ils ont quand même un noyau de supporters. Rodez a un calendrier difficile avec alors, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine, mais je crois que c'est la semaine prochaine, la réception des Girondines. C'est un peu plus longtemps. C'est que le week-end du 6 mai. Ah oui, donc oui. Il y a 2 semaines, il y a quasiment 3 semaines de trou en fait entre les deux journées. Très bien, comme d'habitude avec les calendriers de la D1. En fait, l'espace avait été laissé parce que, juste pour expliquer, en fait, il y avait un espace parce que normalement, tu as les demi-finales de Ligue des Championnes qui sont sur les 2 week-ends qui arrivent. Donc, c'était conçu pour que normalement le PSG ou Lyon soit dedans et donc les protéger. Mais ce qui fait que du coup, comme on n'a personne, ça fait 3 semaines de vide sans match effectivement. Et il va falloir trouver des matchs amicaux dans le coin maintenant. Mais voilà, donc Daniel a bien résumé. Effectivement, c'est pas la prestation la plus aboutie, notamment la deuxième mi-temps. Moi, j'ai
j'ai peiné sur cette deuxième mi-temps à rester concentré sur le match parce que c'était assez poussif. Sur la première mi-temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait un système de jeu qui ressemblait plus à un 3-5-2. Je pense que Patrice Nair avait des intentions offensives et notamment à passer sur les côtés avec Julie Dufour notamment et Delphine Châtelain positionnée un peu plus haut. Ça n'a pas marché. On s'est très vite fait enfermer sur les côtés. On n'a pas réussi à poser le jeu qu'on a l'habitude de faire, et notamment Julie Dufour qui était bien prise. Je sais pas, est-ce que c'était un manque de fraîcheur, est-ce que c'est vraiment Soyaux qui nous a bousculé? Il y a des moments où j'avais l'impression que c'était ça et elles étaient tellement maladroites, notamment au milieu, où il y avait eu beaucoup de pertes de balles des deux côtés. Et puis bon, voilà, donc après on a fait la différence uniquement sur nos individualités. On sait que de toute façon notre équipe doit progresser techniquement. On manque de qualité technique et dès qu'on n'y met pas l'intensité, on est en difficulté. C'est ce qui s'est passé contre Soyaux. J'ai trouvé qu'on a manqué d'intensité dans les duels notamment. Et voilà, on a fait la différence après par des belles actions de nos joueuses, mais voilà, on est tous un peu restés sur notre faim. Et une petite particularité, je ne sais pas si Daniel l'a vu à Soyaux, c'est la première fois moi que je vois ça dans le monde du foot. La gardienne de Soyaux, alors elle connaît quelques difficultés, fait ses 6 mètres du pied gauche et dégage quand elle a le ballon en main du pied droit. Assez maladroitement des deux pieds, je ne veux pas l'enfoncer, mais non, vraiment, c'est pas pour être méchant, mais c'est que normalement, si tu as les deux pieds, tu as un moins un qui est fort, que là, elle a deux pieds où tu ne sais pas trop lequel est le point fort, et vraiment, c'est la première fois que je vois ça, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais même sans pour l'enfoncer ou quoi, c'était seulement son deuxième match en D1 Arkema après celui à Issy-les-Moulineaux l'an dernier. Sans l'enfoncer, ça reste une joueuse qui, aussi bien le match contre Issy, sur les 5 buts que Soyaux prend, il y en a 3 pour elle. Là, sur les 3 que Bordeaux marque, j'estime que par exemple celui de Gomez, il est quand même pour elle sur sa sortie. Pas sûr que ça a été un bon recrutement de Soyaux l'an passé et que ça soit une gardienne qui soit au niveau de la D1 Arkema sans forcément en charger ou quoi. Mais sur les deux prestations, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des curiosités comme celle-ci et où même dans les prises de balles, les arrêts, même des arrêts simples obligés d'y aller à 2 temps, ça n'a pas aidé non plus en termes de sérénité défensive à Soyaux. Déjà, en plus, comme tu l'as dit, de la maladresse au milieu pour tenir le ballon, même quand elle l'avait, même quand il fallait percer ses 30 derniers mètres, ou encore derrière, ou à force de bricoler la ligne défensive tous les 4 matins, forcément, il y a toujours des problèmes d'alignement et d'entente entre les joueuses. Patrick, tu vas nous donner tes tops. Il donne toujours ses tops, Patrick Gomez, du match, et tu nous diras ce que tu en penses après, exactement. Daniel. Déjà, on va juste souligner les buteuses, donc, qui sont Maëlle Garbino. Ça faisait trop longtemps que Maëlle n'avait pas marqué, déjà par les 6 matchs sans marquer, mais en plus, depuis sa blessure, elle revenait pas bien. Donc Maëlle Garbino, Mélissa Gomez et Julie Dufour qui ont marqué. J'aurais bien aimé que Julie marque sur sa tête, mais malheureusement, ça a atterri sur la barre. Donc derrière, elle a eu la délicatesse de mettre la volée dans la lucarne histoire de soigner toujours l'élégance qui la caractérise. Donc voilà, c'est les 3 buteuses en première mi-temps. En première mi-temps, pas de but en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a des tops? Oui, j'imagine, dans cette partie. Oui, j'aime toujours faire des tops, moi, tu le sais. Il y a notamment une joueuse. Alors la première que je vais citer, c'est une habituée des tops, mais c'est Maëlle Garbino. Pas forcément pour l'ensemble de sa prestation, mais elle est quand même buteuse et passeuse décisive. J'aurais aimé qu'elle prenne plus le jeu à son compte au milieu de terrain. Mais j'espère un peu le renouveau pour les 3 derniers matchs qui restera de Maëlle, parce qu'elle le mérite, c'est une fille super et que j'aimerais qu'elle retrouve son niveau qui lui a permis d'atteindre l'équipe de France et qu'elle puisse peut-être avoir sa chance d'intégrer le groupe d'Hervé Renard, parce que pour l'instant, il y a des joueuses qui sont devant elle sur ses dernières prestations. Donc voilà, premier top, Maëlle. Deuxième top, je pense que les deux prochaines, ça doit être la première fois qu'elles sont dans les tops. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais la première, c'est Marion Elewin. Je trouve que c'est peut-être une des plus grosses progressions au niveau des Girondins cette année. Elle est arrivée titulaire, avec beaucoup de maladresse parfois, beaucoup d'engagement, mais de la maladresse technique. Je trouve qu'elle a beaucoup progressé, elle gagne de plus en plus ses duels, on voit qu'elle n'a pas peur. Elle commence à faire mal à ses adversaires.
dans le bon sens du terme, hein, à leur rentrer dedans et à vraiment ne prendre confiance, quelle que soit l'équipe. Donc j'ai beaucoup aimé son match. Je trouve qu'elle progresse de plus en plus. Elle est internationale, donc dans les catégories de jeunes, en U19 notamment. Donc c'est une très jeune joueuse et vraiment, je trouve que sa fin de saison est très intéressante et j'espère qu'on pourra encore compter longtemps sur elle. Elle a signé un contrat pro l'année dernière, donc j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur elle. Et avec Julie Thibault, elle forme une très bonne charnière, donc pourvu que ça dure. Et la troisième, du coup? Et la troisième, alors là, ça va peut-être vous surprendre ceux qui étaient au stade avec moi en début de saison surtout, c'est Hilary Dias. Donc quand tu gagnes 3-0 et que deux de tes tops sont des joueuses défensives, ça montre un peu ce qui s'est passé. Hilary Dias, en début de saison, je ne comprenais pas. Elle revenait de blessure, elle s'était fait opérer des genoux. Je ne comprenais pas comment elle pouvait mettre aussi peu d'intensité dans ses duels, comment techniquement, elle était... Je te l'avais expliqué, Patrick. Ouais, tout à fait. Non, mais tu vois, non, je rigole, joue l'honnête. Non, parce qu'elle arrivait de division inférieure, elle découvrait la D1 Arkema. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que clairement, je dis les choses telles que je les ressens. En début de saison, je ne comprenais pas. Elle jouait plus au milieu et je ne voyais pas comment elle pouvait s'imposer parce qu'elle avait un physique, mais j'ai l'impression qu'elle ne s'en servait pas. Aujourd'hui, franchement, elle a été, encore une fois, un peu tentaculaire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est capable de résister au duel, d'être très, très solide, avec plutôt une bonne vision du jeu. Elle est capable de jouer long, des deux pieds. Elle a pour le coup un bon pied gauche, dans un rôle de troisième défenseur, dans cette défense à 3. Je l'ai trouvée vraiment intéressante. Elle a encore des progrès à faire dans le placement, notamment, et dans le duel quand elle se tourne, je trouve. Elle a de la vitesse, mais il faut qu'elle arrive à mieux se placer sur le duel. Mais enfin bon, c'est une jeune joueuse. Et j'ai vraiment aimé son match. C'est pas la première fois. Elle avait été très bonne aussi à Montpellier, notamment. Et voilà, c'est vraiment des joueuses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et je suis très, très content, en tout cas, qu'Hilary Dias ait franchi le cap de la D1. Donc, tes trois tops, Garbino, Helloween et Diaz. Exactement. Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des choses à rajouter, compléter, je le rejoins totalement sur Hilary Dias, sur son match, effectivement. Et aussi le fait qu'elle est vraiment en train de se transformer, mais d'être un véritable couteau suisse pour Bordeaux aussi bien dans le 4-1-4-1 de l'air, quand elle était dans une position plus au milieu et de justement d'harceleuse presque pour récupérer le ballon, que dans la position où elle s'est retrouvée contre Soyo, à être dans cette charnière à 3, comme il avait fait contre Lyon, où il l'avait mis dans la charnière pour pouvoir prendre en vitesse les joueuses dans la profondeur, mais également mettre de l'impact sur le côté quand il s'agit de gagner les duels. Il y a une multiplicité, comme tu l'as dit, en plus elle est très jeune, on parle d'une joueuse de 18 ans seulement. Il y a quand même une énorme marge de progression pour elle, en plus de celle qu'elle a déjà parcourue cette saison, qui effectivement, je trouve, est extrêmement intéressant pour Bordeaux, encore plus dans la tendance du club cette saison à énormément parier sur les jeunes. Ça peut vraiment être un atout en plus et on l'a vu qui peut clairement combler les manques. Par exemple, quand Ella Palis a été absente, ça a permis justement de combler aussi ce manque au milieu et de garder quand même un minima d'intensité. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. Pareil sur la progression d'Halloween, comme plusieurs joueuses de Bordeaux, il y a eu, on l'a vu, alors certes, la jeunesse a été un peu forcée, on va dire, entre guillemets, avec les nombreux départs, mais il y a eu plusieurs joueuses comme ça qui ont eu des progressions, d'autres qui ont progressé un peu freiné. Je pense à Fiona Liègre, par exemple, que j'aimais beaucoup aussi sur le côté, mais sur la seconde partie de saison a eu un peu plus de mal face au retour de la concurrence de Delphine Châtelain. Il y a plusieurs joueuses comme ça qui, je trouve, sont très intéressantes dans leur progression. Après, sur Garbino, un peu comme toi, j'aurais tendance à pondérer dans le sens où elle marque. Elle est quasiment à l'assist, puisque la tête de Dufour fait poteau et revient, donc techniquement, il n'y a pas de passe décisive, mais c'est elle qui est à l'origine. Mais après, dans le match et dans le contenu et dans ses déplacements, ses appels, comme tu l'as dit, ça fait quand même plusieurs mois où elle n'est pas au rendement du début de saison. J'ai peur qu'elle ait un peu payé aussi le fait d'avoir été extrêmement en forme au début. Ce qui fait que sur la fin, ça cale un peu en plus de sa blessure, des rechutes, des légères choses qu'elle a pu avoir. C'est dommage, même si, comme tu l'as dit, là, clairement, elle a une carte à jouer sur les quelques rencontres qui viennent. Au final, ça va être surtout ça l'enjeu pour Bordeaux, maintenant qu'il n'y a plus vraiment de place à jouer, hormis peut-être une 6e place, et encore, c'est vraiment hypothétique. C'est ces joueuses-là, que ce soit Garbino, que ce soit Dufour, que ce soit Chavas, que ce soit ces joueuses, même Julie Thibault, qui, sur la ligne, peuvent tenter d'aller chercher une place dans le groupe France et qui donc doivent montrer plus sur les 3 matchs qui viennent, d'autant plus que Bordeaux en plus aura potentiellement un rôle d'arbitre aussi bien pour la descente que pour l'Europe. Donc il y aura de quoi se montrer clairement. Bon, mais merci messieurs pour ces tops et ce match face à Soyo. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur cette rencontre, Daniel, Patrick?
Non, sur la rencontre, tout est dit. Maintenant que le maintien est assuré, on espère toujours que notre direction va faire les efforts nécessaires pour mettre une équipe compétitive l'année prochaine et on attend toujours avec un grand plaisir qu'ils répondent à nos invitations et éventuellement nous expliquer le projet des Girondines parce que la D1 va bouger, sous l'impulsion de Jean-Michel Aulas et que je On va en pense qu'il y a un parler. wagon à ne pas louper. Donc, On, on attend. on va en parler. On attend avec inquiétude, pardon, je te coupe. On en avait parlé sur une précédente émission, je crois que c'était le numéro 13 de la Bordelaise où on avait parlé des fins de contrat. Donc vous irez voir sur YouTube, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez l'état des lieux et ça n'a pas bougé depuis. Daniel, on va profiter que tu sois avec nous. Tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation, tu es un expert du foot féminin. Ça fait presque 10 ans que tu es autour des terrains, que tu écris sur les terrains, sur le foot féminin, sur ce que tu vois sur les terrains, que tu commentes la D1 à Arkema sur Canal. On a envie d'avoir ton avis sur le foot féminin en règle générale, ce que tu penses du foot féminin en France, et ensuite ton avis sur le club bordelais, le foot féminin. Voilà, la section féminine des Girondins. Sur le foot féminin, sans anticiper sur le plan de développement qui a pu être présenté il y a quelques jours, le foot féminin français a potentiellement effectivement un peu stagné ces dernières années. Il y a eu quelques avancées sur certains points précis, mais il y a une stagnation par rapport à d'autres pays qui ont des gros coups d'accélérateur. Forcément, tout le monde pense en premier à l'Angleterre, qui est le plus visible. Encore une fois, qui s'est beaucoup joué aussi sur la victoire à l'Euro, qui a servi de catalyseur, là où la France n'a pas forcément réussi à appuyer sur la Coupe du Monde 2019 pour avoir ce souffle, en plus coupé derrière par le Covid, qui n'a pas aidé pour couper cet élan. À ce niveau-là, sur le foot féminin français, j'ai pas forcément une tendance à être aussi défaitiste que tout le monde, où tout le monde nous dit déjà qu'on est doublé par tout le monde, qu'on est en retard, qu'on a perdu, qu'on est déjà derrière, que c'est fini. J'ai pas tendance à être aussi défaitiste. Pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment l'Angleterre qui est partie loin devant. L'Allemagne subit les mêmes problèmes, où elle a été longtemps un championnat qui a régné sur l'Europe, longtemps un championnat devant, et elle a eu énormément de mal à se transformer. La seule différence, c'est qu'effectivement, l'Allemagne a un support, on va dire, un apport de supporters, d'affluence, autre chose, qui est déjà un peu plus solide que ce qui peut exister en France. Mais à mes yeux, là, on est, si on doit faire un point sur le foot féminin en France, pour moi, on est à un virage. On l'a déjà dit il y a quelques années, mais là, vraiment, on arrive au dernier virage, c'est-à-dire qu'il faut réussir à emboîter le pas et à rester dans la roue de championnats comme l'Espagne, l'Allemagne et potentiellement proche de l'Angleterre, et enfin passer un cap, que ça soit, on va en venir sur le plan de développement et autres, mais que ça soit aussi bien sur les conditions que sur les terrains, que sur le spectacle, entre guillemets, le public, la diffusion. Il y a plein d'aspects à regarder, et notamment un qui est souvent occulté aussi, les finances. Il va falloir trouver un modèle économique à ce foot féminin là. J'estime qu'aujourd'hui, il n'y en a toujours pas, et d'ailleurs, pour faire une passe et une transversale vers le club de Bordeaux, on l'a bien vu sur les dernières années, qu'il y a quand même une hyper dépendance à la section masculine et que suffit que la section masculine bascule un peu, la section féminine est la première à prendre. C'est encore un défaut qui existe du foot féminin parce qu'on l'a construit de cette manière-là ces dernières années pour justement tenter d'aller plus vite, plutôt que d'attendre qu'il y ait un modèle qui se mette en place, qu'on l'aide, que comme ça a pu être chez les hommes qui a duré des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On n'a plus forcément ce temps-là, en tout cas on ne l'a pas pris. Il y a eu effectivement plein d'années de stagnation, on aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. On a pris le modèle d'accélérer. Du coup, maintenant, il faut réussir à trouver un modèle, pas pour le rendre indépendant totalement, mais quand même avoir un minimum que des sections féminines ne soient plus autant interdépendantes de ce qui se passe dans le foot masculin, ce qui est énormément le cas aujourd'hui. Quand même. Oui, c'est pas seulement à Bordeaux. Pas seulement à Bordeaux, très clairement. J'ai pris l'exemple de Bordeaux parce qu'on est dessus. Oui, non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis sur ce qui se passe ailleurs. Parce que nous, pas seulement à Bordeaux, bien sûr. Ouais. On peut en citer d'autres, des clubs comme ça, que ce soit même des clubs qui tournent bien, mais où il y a des limites. Je pense à Reims, par exemple, qui fait un excellent travail, mais qui reste borduré par un club qui ne veut pas non plus donner outre les moyens. Il n'y a qu'à voir le stade où ils évoluent pour voir que tu aurais moyen de faire mieux. On peut en citer plusieurs comme ça, même d'autres qui sont déjà disparus, qui ont eu des vagues. Je pense par exemple à Lille, qui est sur le point de remonter. Qui, pareil, il y a eu une grande phase quand ils sont montés en D1, a tenté d'être compétitif, et puis il y a eu coupure de robinet, ils sont redescendus. Marseille, ça a été l'exemple parfait. Première année où ils sont promus, ils sont 4e la première saison. Ils font une percée incroyable, ils se retrouvent au pied du podium. Saison suivante, ils sont à jouer la descente, et saison d'après, ils descendent dans l'inconnu la plus totale avec un service de com qui ne publiait plus rien à partir de la moitié de saison. Donc, preuve qu'il y a quand même encore cette interdépendance énorme.
Et à mes yeux, c'est le principal axe de progression. On évoque beaucoup la diffusion, les stades, les licences, les conditions des joueuses, qui sont des choses importantes, hein. C'est pas pour occulter. Mais la base de tout ça, il y a déjà certains présidents de club qui en ont parlé ces derniers temps. Financièrement, il va falloir aussi trouver le modèle, ce qui n'est pas forcément évident. Bon, bah, c'est très intéressant ce que tu nous dis d'un point de vue global et on se retrouve, je pense que je vais donner la parole à Patrick. Tu te retrouves un peu dans ce qu'il dit sur le constat qu'il fait. Tu as l'impression de voir le club de Bordeaux, un petit peu les conséquences et la gestion bordelaise. Mais a priori, on n'est pas les seuls à subir cette gestion. Ah, totalement. Totalement. Mais de toute façon, même si on prend le club le plus structuré aujourd'hui en France, c'est Lyon. Et malgré tout, qui est multiple championne d'Europe, etc. Et malgré tout, elles ont aussi une dépendance, même si ils essayent de s'en sortir et ils s'en sortent mieux. Mais quand tu regardes aujourd'hui un match de OL féminine, il n'y a pas le public qu'elles devraient avoir alors qu'elles sont, je ne sais plus, 7 fois championnes d'Europe, je ne sais plus combien de fois. Mais on est à 8 de 8 fois, tu vois. Donc, je veux dire, imagine un club aujourd'hui, les équivalents, ça doit être le Bayern, etc. sur les masculins. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas ce socle, alors qu'elles font un super travail, les OL Angels aussi. Enfin, voilà, mais il y a une vraie dépendance. Et c'est ce qui m'énerve souvent dans le discours, c'est que quand tu défends ça, en disant on ne devrait pas avoir cette dépendance, tout de suite on te rétorque oui, mais la priorité, c'est les mecs. Ok, dans le fonctionnement aujourd'hui d'un club de foot. Parce que c'est construit comme ça. Exactement, c'est pour ça. Je me bats, et Daniel l'a très bien expliqué, et merci à lui. Moi, je me bats contre ça. Jamais je n'ai dit que la priorité, ça devait être la section féminine des Girondins de Bordeaux. Je sais très bien qu'aujourd'hui, si le club coule en CFA, comme ça a pu être le cas l'année dernière, où on avait ce risque, évidemment que ça faisait couler les filles. Évidemment que si tu es en Ligue des Champions, tu peux accorder un peu plus d'importance à ton équipe féminine que si tu joues la montée en Ligue 2. Tout ça, on est tous conscients. Mais ce n'est pas normal. Ça devrait pouvoir se construire autrement. Il devrait y avoir des partenaires, il devrait y avoir les ligue, déjà une ligue professionnelle, et les diffuseurs un système économique, et il l'a dit. Non, mais totalement. Et les diffuseurs qui soient accueillis correctement dans les stades. Je pense qu'à Saint-Germain, c'est pas le pire, parce que c'est quand même un stade de foot correct, on va dire. Mais c'est dommage, on n'a plus les Marinés Blancs de France avec nous, mais ils ont fait quasiment tous les stades de D1. Il y en a où on est sur des stades de régional, et c'est pas normal. Et donc évidemment que le diffuseur derrière, il peut pas faire grand chose. Évidemment que derrière, le sponsor, il dit mais attends, qu'est-ce que tu veux que je mette de l'argent pour une diffusion pareille? On va pas me voir comme il faut, on va pas voir mon sponsor, on va pas accepter. Derrière, les partenaires de la Fédé, de la Ligue, n'ont pas forcément envie d'investir non plus. Enfin voilà, c'est tout ça qui est à revoir. Et je le redis, ça me fait un peu mal de le dire, parce qu'à Bordeaux, on n'aime pas forcément Jean-Michel Aulas. L'homme de la situation pour le foot féminin, c'est lui. C'est lui qui le connaît, c'est lui qui est capable de le faire bouger. Donc il a pris les choses en main, et c'est très bien. Parfait. Bon, c'est une transition parfaite pour les évolutions du foot féminin. Un mot sur Bordeaux, parce que tu as quand même donné, en faisant ce constat plus général, tu as quand même commenté aussi ce qui se passait à Bordeaux dans le fonctionnement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ta vision des Girondins de Bordeaux? Nous, on a vu, je te laisse en parler. C'est juste que sur Bordeaux, je ne vais pas aller jusqu'au mot rassuré, mais je suis plus autant sur la ligne que je craignais, notamment au début de saison, où j'avais peur que Bordeaux se transforme en comète filante comme on avait pu connaître. J'ai parlé de Lille, j'ai parlé de Marseille. On était quand même parti pour potentiellement se transformer dans le même cas avec une équipe qui joue l'Europe et qui est proche des places et qui d'un coup se retrouve à disparaître parce que soit il y a un changement de volonté, par exemple pour rejoindre ce qu'a dit Patrick, outre les moyens mis sur la section masculine et tout, les sections féminines sont aussi ultra dépendantes de des fois juste le président du club. Il n'y a qu'à voir comment Le Havre est arrivé comme une torpille en l'espace de quelques années parce qu'il y a eu des investisseurs américains et qu'eux sont intéressés par la section féminine, ce qui était d'ailleurs le cas à Bordeaux aussi, ce qui a fait qu'à un moment il y a eu un coup d'accel, c'est parce que c'était des Américains derrière qui étaient intéressés par cette dynamique-là. Donc après, sur le cas de Bordeaux, j'avais eu la peur que ça se transforme en étoile filante. Les choses ont fait que ça s'est tenu, même si ça pourrait être mieux. Après, comme tu l'as dit un peu plus tôt, à voir où le club veut mener sa section féminine. Parce qu'il y a des joueuses, il va falloir les tenir. Notamment, comme tu l'as dit, des Dufour, des Garbino, des Chavas, il y a un moment où il va y avoir d'autres ambitions. Pareil sur la jeunesse, pourquoi pas, surtout que mine de rien, il y a quand même un vivier, un petit peu de talent. Après, on voit qu'il n'y a pas non plus une profondeur inexorable dedans, on ne va pas pouvoir piocher dedans jusqu'à la fin. C'est pour ça, à voir si Bordeaux veut se stationner comme un club comme Reims, qui n'a pas des moyens démultipliés, mais qui a un tandem à sa tête, coach-assistant,
qui littéralement font tout et tiennent le club à bras-le-corps, à mes yeux, aussi bien sur la capacité de recrutement de talent pour justement continuer à avoir toujours de l'afflux de 109 et avoir justement pas forcément des rentrées, mais au moins des jeunes joueuses constantes qui coûtent pas très cher et qui leur permettent d'être toujours compétitifs. Ce qui ça est extrêmement dur à faire. Il faut vraiment, en termes de visibilité et de talent de recrutement, faut à chaque fois prendre des bons paris. Comme d'ailleurs leur coach l'avait déjà confié, hein, tu peux pas te permettre d'avoir un mauvais pari, parce qu'un mauvais pari, ça veut dire potentiellement descendre. Donc à voir si Bordeaux veut aller vers cette voie-là, s'il y a une remise avec potentiellement une remontée de Bordeaux en Ligue 1 du côté des hommes, s'il y a une remise de financement et à ce moment-là Bordeaux revient jouer les places européennes, ou s'il va rester dans un marasme proche de la 8e, 9e, ce que je ne lui souhaite pas forcément vu les dernières années, où il viendrait potentiellement à terme à lutter pour le maintien, qui plus est avec cette D1 qui va être de plus en plus compétitive avec le resserrement de la D2 derrière. C'est pour ça, j'avoue que sur l'avenir, je suis aussi dubitatif que vous deux, je pense. On le voit avec Dijon. Hein. Où va le club Dijon est en train un peu de subir ça. Ils avaient une équipe moyenne. Et aujourd'hui, le club, chez les masculins, est en grosse difficulté. Et chez les féminines, attention, elles peuvent descendre dès cette année. Mais Dijon, j'ai envie de dire, c'est presque une conséquence de gestion, Dijon. Oui, c'est tout à fait. Une gestion qui est de travers de A à Z, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et qui est à deux doigts de faire une double descente aussi bien en Ligue 2 qu'en D1 Arkema, parce que justement, la gestion a été calamiteuse de A à Z. Là, eux, c'est plus vraiment une question de direction qui sont en train de payer, même si, comme tu l'as dit, on n'est plus sur le Dijon qui est monté en 2018 avec Yannick Chandiou, où tu avais des Elise Bussaglia, tu avais des Kenza Dali, où quand même ça jouait football, il y avait quelque chose. Là, clairement. Mais on a un peu le même problème là d'ambition. Aujourd'hui, la section féminine, elle tient parce qu'il y a Patrice Lair, qui est un des meilleurs coachs français. Et ça a tenu grâce à lui. Il a beaucoup tiré sur la corde des jeunes notamment. Et je pense que c'est pour ça, notamment une Fiona Liègre. Je pense qu'elle a un peu payé les efforts de début de saison. Et c'est plus dur en fin de saison. Et puis il y a eu la Coupe du Monde du 17 pour elle. Voilà, exactement. Qui était en octobre. Ouais, mais qui était en plus loin. Je sais plus en Inde. C'était en Inde. Voilà, donc Maëlle Seguin aussi, un petit peu moins de temps de jeu. Enfin bon, bref, je vais faire court là-dessus, mais en tout cas, on le doit beaucoup à Patrice Lair. Clairement, sur toutes les fins de contrat qu'on a déjà citées, on va perdre au minimum 7 joueuses, minimum, qui sont aujourd'hui titulaires dans l'équipe parce qu'elles ont des ambitions. Et là, je parle que sur les fins de contrat. Et celles qui sont sous contrat, il va falloir aussi s'accrocher et leur proposer un projet sportif, j'insiste là-dessus, intéressant pour qu'elles aient envie, parce que tu le disais tout à l'heure, une Julie Thibault qui est proche d'être internationale, aujourd'hui, si on lui propose de jouer le maintien tous les ans, elle va peut-être se poser la question de est-ce que je reste à Bordeaux, et ce ne sera pas la seule. Donc attention à ça, à Bordeaux, on est sur le fil du rasoir, il faut vraiment que la direction en prenne conscience pour monter une équipe sereine. Et ce qui nous amène, messieurs, au dernier thème de cette bordelaise, l'évolution du foot féminin et des Girondins. Et moi, j'ai retenu une phrase que tu as dit tout à l'heure, Daniel, quand tu faisais ton état des lieux du foot. C'est-à-dire qu'il faut que ce foot féminin trouve son modèle économique. Et je pense que tout ce que tu viens de dire là, Patrick, c'est lié au modèle économique qui n'est pas là pour ce foot féminin aujourd'hui. Et c'est ce que tu as dit, il n'y a pas de modèle économique pour le faire fonctionner. C'est-à-dire que si je reformule ce que tu as dit, ça veut dire que le modèle économique du foot féminin ne vit que sur le modèle économique du foot masculin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas autonomes aujourd'hui en financement. En grande partie, les sections féminines. Tu reposes sur les budgets que les sections masculines veuillent bien t'allouer, vu que tu as adossé la plupart des clubs. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui en D1 qui sont des fusions. Tu les as adossés à des clubs masculins justement pour aller chercher ce financement. Bordeaux en est un. Ça a été une fusion issue de Blanquefort. Lille en a été un avec Templemar-Vandeville. Oui. Il y a eu plusieurs fusions comme ça justement pour adosser tout de suite un club masculin et avoir un apport de financement rapide pour justement pouvoir être compétitif. Et après, quand je dis qu'il faut trouver un modèle économique, c'est que même aujourd'hui, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord sur la voie à suivre. C'est-à-dire que quand on écoute notamment les annonces qui ont pu être faites ou les attentes, je pense notamment aux droits TV qui sont souvent centraux dans les discussions, on est en train de reproduire la même chose que chez les hommes. C'est-à-dire qu'on va chercher une hyper-dépendance aux droits TV, alors que potentiellement, il y aurait d'autres choses aussi à travailler. Moi, je sais que j'ai beaucoup en tête, notamment pour souvent faire des graphiques dessus et montrer sur les affluences, je maintiens qu'il reste un problème de fond auquel peu de monde s'attaque pour l'instant. Quand tu vois que l'affluence moyenne de D1 Arkema aujourd'hui, c'est 780 spectateurs par match, qui est à au moins 600-700 du premier championnat du top 4. Je ne parle même pas de l'Angleterre qui est over the top, très loin de tout le monde.
Sachant qu'en plus, pour moi, la question, quand je parle aussi de modèle économique, pourquoi l'affluence est primordiale? Sur cette affluence-là, je ne sais pas à quel point c'est le cas à Bordeaux, mais pour en avoir déjà parlé avec des gens à l'intérieur du club ou quoi, sur d'autres clubs de DRKMA, sur la proportion de spectateurs que tu as, qui est déjà pas nombreuse, souvent, tu as plus de la majorité, voire largement plus de la majorité, qui sont pas des places payantes, qui sont des invitations, qui sont les clubs de la région que tu invites pour que les jeunes puissent assister à des matchs de DRKMA, des partenaires. Donc tu as très peu de places payantes au final, donc c'est aussi un apport de financement que tu n'as pas par rapport aux hommes où là tu fais payer beaucoup plus. Ça aussi, il va falloir se poser la question à terme, qui est prêt à payer pour voir du foot féminin? Ça aussi, il va y avoir une problématique là-dessus. Parce que à mes yeux, le foot féminin va commencer à être coincé entre une logique de il faut que de l'argent arrive, si on veut professionnaliser, si on veut bien payer les joueuses, si on veut des encadrements parfaits, à un moment, il faut de l'argent. Il n'y a pas de magie. Mais en parallèle, il ne faut pas non plus que tout soit payant, il ne faut pas non plus tout privatiser, il faut que ça reste accessible, il faut continuer à faire un peu de gratuit aussi, entre guillemets, pour attirer les gens, pour faire venir du monde autour de la discipline. Je parlais d'inviter les jeunes clubs de la région, pour moi c'est un truc primordial, que les jeunes de la région aussi puissent s'identifier à des joueuses professionnelles, à des joueuses de DRKMA, à des joueuses de l'équipe de France pour potentiellement l'avenir et fidéliser aussi. Tu vas te retrouver dans un entre-deux où il va falloir trouver un équilibre, où à un moment, il va falloir rentrer des finances autres si tu veux que les sections féminines deviennent un peu plus indépendantes, sans lever trop vite le levier, pour pas que ça devienne directement comme chez les hommes, trop cher, payant, et que ça fasse perdre en intérêt. Là, à mes yeux, quand je parlais de gros virage, ça fait partie aussi du virage de réussir à gérer cette transition qui est loin d'être évidente, sur laquelle on va forcément s'appuyer sur les budgets des sections masculines, évidemment. C'est le cas aujourd'hui, on va pouvoir s'en défaire comme ça. Mais il va y avoir une vraie transition à trouver, et même pour embrayer sur les annonces de la Fédé. La Fédé a annoncé une augmentation des dotations de 20 à 25%, avec un afflux de 4 à 5 millions directement de la poche de la fédération pour les clubs. On estime, pour en avoir parlé en off à certains, on estime que c'est 400 000 euros par club. 400 000, c'est une belle somme par club, il n'y a pas de souci. Oui, c'est beaucoup. Mais ça sera largement pas suffisant pour à terme développer plus fortement. 400 000, c'est très beau, mais des budgets de fonctionnement de clubs comme Lyon ou Paris aujourd'hui, c'est 10 millions, c'est pas 400 000. Donc il va falloir trouver d'autres sources de financement. Et les droits TV, pareil, ne vont pas couvrir l'ensemble de tous les clubs, même qu'on fasse une répartition équitable. Les droits de la DRKMA ne vont pas être valorisés à 100 millions d'euros. Donc c'est pareil, on ne va pas pouvoir diviser outre mesure. Sans doute qu'on va pouvoir aller chercher largement plus que le 1 million par an d'aujourd'hui, mais on ne va pas pouvoir non plus aller chercher des sommes démesurées qui seront ensuite réparties. C'est en ça que j'ai évoqué le truc économique, c'est que pour moi, ça va vraiment être central. Outre les aspects autour qui sont importants, il faut progresser dessus, mais il va falloir s'attaquer à cette question-là aussi à un moment. Alors, les annonces, je laisse quand même, là je suis sur le site de la FFF où il y a toutes les annonces, c'est tellement bien fait qu'on va l'utiliser comme support. Des chiffres clés quand même, 220 352 licenciés en France sur le foot féminin, et la France est 5e au classement FIFA. Voilà, ce qui montre que la France est quand même une des nations qui compte sur la scène internationale. Vous avez d'autres chiffres. Patrick, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces annonces? Est-ce qu'il y a un point que tu as envie de souligner et qui te marque sur les annonces qui ont été faites par la Fédération française de football, justement, comme le disait Daniel, pour prendre le virage qu'il faut absolument prendre pour ne pas être largué? Alors pour moi, il y a plein de bonnes choses déjà. Je pars à l'heure pour une fois, tu vois. Mais ce que je vais retenir, c'est parce que ça fait écho aux Girondins. C'est pas l'obligation, mais en tout cas, si tu veux passer un cap, il faut aujourd'hui avoir un centre de formation pour les 16-20 ans. Je pense que c'est la bonne idée dans le sens où si tu remets de l'argent pour aller recruter des joueuses étrangères, etc., et refaire un championnat compétitif, ça va servir à rien. Ce qu'on veut, c'est que ces réformes elles soient pérennes et qu'on puisse dans le temps former des bonnes joueuses, les accompagner de la meilleure façon possible. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir dire à des clubs, vous pouvez monter un centre de formation, on vous accompagne avec ces agréments là qu'on voit, les 6 candidatures, et dont les Girondins de Bordeaux, et pouvoir derrière proposer d'être tout de suite dans une D3 avec ces formations, avec ces centres de formation, pardon, je crois que c'est la bonne idée. Surtout chez nous, où un ancien directeur sportif a eu la brillante idée de supprimer l'équipe réserve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos joueuses qui ne jouent pas ne peuvent pas aller en U19 si elles ont passé l'âge. Je pense à Océane Daniel notamment. Donc, tu ne les fais pas jouer du tout. Si aujourd'hui tu permets à ton centre de formation de jouer en D3 et de pouvoir certainement, je ne sais pas comment ça se passera, mais renforcer. Oui, parce qu'ils vont créer une D3. Ils vont créer une division 3. Créer une D3, ce qui est déjà une bonne chose. L'objectif.
Objectif. Et alors ça, c'était déjà prévu, hein, normalement, c'était déjà acté. Là, elle va être composée de 2 poules de 12, et surtout, tu vas pouvoir y mettre les centres de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tu vas pouvoir proposer à des jeunes joueuses un vrai projet sportif accompagné et un vrai projet scolaire. Aujourd'hui, on sait que nous, on fonctionne avec le pôle espoir de Mérignac notamment et avec l'université, mais avec des passerelles, quoi. C'est un peu le centre de formation de Bordeaux, mais pas que, puisque les joueuses de Soyaux peuvent aussi y aller, etc., etc. Là, tu auras vraiment sur place quelque chose de défini qui va être accompagné. Tu parlais tout à l'heure de la dotation d'environ 400 000 euros. Je suis à peu près sûr qu'au Girondins, et c'est pas une critique de ma part, elle servira au centre de formation, puisqu'il avait été budgété, mais il n'y a toujours pas une pierre qui a été posée. Ça, c'est une critique sur cette saison. Mais voilà. Et en on, tout a, cas, et on apprend sur le site de la FFF que Bordeaux a candidaté pour avoir tout à l'agrément fait. dès juillet 2023 pour son centre de formation. Donc ça témoigne quand même d'une ambition qui aujourd'hui ne se matérialise pas dans les faits. Je parle à l'instant où on discute ensemble, hein. J'espère que ce ne sera pas le cas dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la réforme phare pour un club comme Bordeaux, c'est le centre de formation. Et après, voilà, il y a plein de bonnes idées. Les playoffs, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, notamment pour intéresser la 4e place et donc aller chercher d'autres équipes qui aujourd'hui finissent 5, 6, 7 sans espoir de finir 1-2. Ces équipes-là, tu parlais de Reims. Moi, je pense que Reims, ça peut être un coup d'accélérateur. Ils se disent, ça fait des années qu'on travaille bien. Peut-être que si on en met un tout petit peu plus, si une année sur 2, on finit 4e et par bonheur, un jour, on a la chance de gagner le match de la 3e place, parce qu'aujourd'hui, elles ont montré que face au PFC, Montpellier, Fleury, etc., elles sont capables sur un match de les battre. Voilà, si on arrive à faire ça, ça veut dire que plus de clubs vont vouloir s'intéresser au haut du tableau, parce qu'aujourd'hui, on sait que les 2 premières places, elles sont verrouillées, en fait. Donc tu joues la 3e qui est incertaine, etc. Donc, je pense que c'est une excellente idée. Et j'espère que ça va tirer tout le monde vers le haut. Et donc, voilà, les deux mesures phares, pour moi, c'est ça. Donc, je reformule les nouveautés. Instauration d'un play-off dès la saison prochaine, 2023-2024, notamment pour l'attribution du titre de champion de France et de la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Ligue des Championnes, je ne sais pas si on dit Ligue des Champions féminine. Championne. Ligue des Championnes. Donc, ils ont communiqué le nouveau calendrier. Possibilité pour les centres de formation de participer au championnat de Division 3. Et ça serait un championnat qu'ils vont créer aussi, avec 2 poules, tu l'as dit, de 12 équipes. De 12. Sur ces 2 points, centre de formation et l'évolution du championnat, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux autres évolutions, notamment la licence club, Daniel? Sur le centre de formation, il y a aussi un jeu sur les mots, c'est-à-dire que mettre en place un centre de formation, en fait, ce qui est important à retenir, c'est l'agrément. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui avaient déjà des simili centres de formation comme Lyon quoi. L'important, c'est l'agrément, comme ils l'ont expliqué lors de la conférence de presse. En fait, le fait que la Fédé, en accord avec le ministère des Sports, vienne donner un agrément selon certaines conditions remplies pour les centres de formation, va permettre aux clubs de centres de formation de potentiellement bénéficier des aides des collectivités territoriales qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Donc, en fait, ça peut permettre justement d'avoir un afflux d'aide en plus, notamment sur les centres de formation et les jeunes. C'est pour ça que c'était important. C'est pour ça qu'aussi il y a une partie du plan qui est faite et qui a été vérifiée par le ministère des Sports pour justement tenter d'aider encore plus les clubs à mettre en place les choses. Sur le play-off, je suis moins enthousiaste que toi. Perso, j'étais plutôt contre parce que je sais ce qui s'est produit par le passé et je vois très bien ce qui risque de se produire selon les scénarios. C'est-à-dire qu'on a déjà eu quelque chose de similaire en D1 Arkema entre 2000 et 2004 où c'était un play-off où en gros les 4 premiers se jouaient dans une poule finale où chacun s'affrontait une fois. Donc en gros, chaque club jouait 3 matchs qui étaient dispatchés aller-retour selon. Enfin, il n'y avait pas d'aller-retour, mais le terrain où ça se jouait, c'était selon où tu avais fini dans le championnat. Ça a tenu 2-3 ans. À la 4e année, quand Toulouse, qui arrive en tête de la poule régulière avec 12 points d'avance, a fini dernier de la poule finale et a fait forfait son dernier match contre Juvisy parce que il s'était fait avoir. Le projet est mort dans la seconde. Là, aujourd'hui, si Lyon, qui finit large devant en championnat, se fait taper en demi-finale par Fleury, ce qui ne serait pas improbable quand on voit les affrontements cette saison entre les 2 clubs, et potentiellement perd sa petite finale et se retrouve 4e sans Coupe d'Europe, je ne suis pas certain que... Je trouve ça bizarre aussi pour le titre de champion que ce soit le play-off. Ils auraient pu exclure le titre de champion, quoi. En fait, c'est que tu vas récupérer... Pardon, vas-y, Daniel. C'est qu'en fait, tu peux finir premier de la phase régulière et te retrouver sans Coupe d'Europe, sans rien. Ouais, c'est un peu bizarre. Quand même est limite. Ouais, moi je trouve que ça. Mais du coup, tu te bats peut-être moins pour terminer premier, puisque finalement, tu
tu joues les 3 premières places. Ou les Enfin, 4, tu là, peux ça sera les sur 2 4. matchs, quoi, potentiellement. Ouais, Alors, voilà. Ouais. tu joues les 4, mais moi, ce qui Ça me plaît pas, m'intéresse moi dans aussi. ce format, c'est. Alors là, je me positionne pas en Non, mais observateur du foot je féminin. vois ton intérêt sur la 4e place et le fait que du coup, le 5, le Exactement. 6, le 7, tu puisses l'attirer et lui dire il y a une place Exactement. potentiellement en Il plus. y a une place. Ça, on Et est d'accord. surtout, et la deuxième chose, et bon là, c'est pas ce que j'aime le plus, mais bah, c'est des matchs en jeu. Donc, les télés, elles vont être beaucoup plus intéressées par voir éventuellement Lyon se faire taper ou se faire accrocher, comme tu le disais, par Fleury, par le PFC, par Montpellier, pourquoi pas par Reims, par Bordeaux, etc. Donc, il va y avoir tout ce sel-là qui va être mis sur les diffusions. Et ça veut dire que si ces matchs-là, bah, tu les vends, bah, ça veut dire que les droits TV rentrent mieux, etc. Donc, moi, voilà, c'est ce qui me plaît. Après, je pense que, et tu l'as dit, ce système-là va être valable sur quelques années, le temps de lancer la mécanique. Et après, pour moi, l'objectif à moyen terme, c'est quand même d'arriver avec un championnat au moins à 16 équipes, une D1 au moins à 16 équipes. Et là, tu n'as plus d'intérêt à faire des playoffs. Si tu fais 16 équipes, il faut que le premier soit champion, etc. Parce que tu auras suffisamment de matchs. Parce que là, tu vois, on a un trou de 3 semaines. C'est pas la première fois dans le calendrier qu'il y a des trous parce qu'on n'a que 12 équipes. Ça, c'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Mais justement, si tu regardes, tu as parlé du fait que le calendrier de la compétition avait été publié pour l'année prochaine. Si on regarde le calendrier dans le détail, il y aura 4 journées en semaine, ce qui est une première. Normalement, les journées en semaine n'étaient que pour des matchs reportés. Pour la première fois, il y aura 4 journées de Arkema qui vont jouer un mercredi ou un mardi, jeudi, selon les décalages. Ouais. Ça aussi, il va falloir. Je sais que certains clubs commencent déjà à grincer des dents parce que ça aussi, il va falloir accepter. Si on devient un championnat professionnel, qu'on veut plus d'équipes, qu'on veut plus de. Il faut être prêt à jouer en semaine, il faut être prêt à jouer tous les 3 jours, il faut être prêt à. Il va falloir commencer à rentrer dans une logique professionnelle aussi, et certains clubs continuent de grincer les dents là-dessus parce que pas forcément habitués à avoir un tel rythme. On le voit déjà, hein. Quand certains clubs ont des matchs toutes les 3 semaines, enfin tous les 3 jours, pardon, ça commence déjà des fois à râler un peu. Je dis pas qu'il faut le normaliser, mais forcément que si on veut élargir, si on veut rendre plus compétitif avec d'autres compétitions à côté et tout, il va falloir commencer à s'habituer aussi à ce rythme-là. Bien sûr. Messieurs, il y a 2 autres points que je veux aborder avant de terminer cette émission, c'est la licence club et la création de la ligue féminine. La licence club, pour introduire le sujet, c'est-à-dire que la Fédération française met en place 3 niveaux de licence, élite, excellence, accession, avec des niveaux, des prérequis en termes d'organisation et de moyens à mettre en place pour les clubs, pour avoir ces licences. Mais c'est surtout que, par exemple, pour jouer en D1 Arkema, j'ai compris qu'il fallait la licence excellence. Si on prend cet exemple, et on voit qu'Excellence, si on regarde, c'est quand même pas mal ce qu'ils demandent. C'est plus que, je crois, le club bordelais a, hein. Un analyste vidéo dédié aux Il n'y en a pas. féminines, préparateur athlétique, on en a, Ça, un on a. adjoint, un entraîneur, On a. un responsable administratif, un référent socio-pro éducatif, un team manager, ça je crois qu'il y en a. On a. Ils obligent à des temps de présence médecins et kinésithérapeutes pour les sections parce qu'ils savent comment ça se passe. Et des terrains d'entraînement, accès salle performance, salle de soins, bureau médical, vestiaire et vestiaire staff. On n'est pas loin de tout ça, hein, déjà à Bordeaux, mine de rien. Ouais. On n'en est pas J'espère. loin, mais est-ce que tous les clubs vont pouvoir atteindre ce niveau d'excellence? Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Pour commencer, et ensuite, je te ferai réagir, Patrick. Déjà, une chose qui est indiquée nulle part dans les PDF de la Fédé sur le site, mais où j'ai pu en discuter le jour J au siège quand ils ont fait les annonces, il y aura une tolérance. C'est-à-dire que ça n'a pas été évoqué, mais sur la première, voire la deuxième saison, il y aura une tolérance potentielle sur un club qui ne remplirait pas les conditions, mais il pourra jouer en D1 Arkema. La seule nuance, c'est que si le club ne remplit pas les conditions, il pourra jouer en D1 Arkema, mais ne bénéficiera pas des financements liés à la licence. Ça sera la tolérance sur la première, voire deuxième saison, le temps que justement les clubs s'adaptent aussi. Il faut les accompagner, il faut les aider. Il y en a qui ne vont pas forcément pouvoir l'atteindre tout de suite comme ça d'emblée. Il va y avoir une tolérance là-dessus. Effectivement, c'est une des annonces les plus intéressantes. C'est pour ça que je suis assez positif quand même sur l'ensemble des annonces, notamment sur ce point-là, où on resserre enfin les staffs, on resserre enfin les infrastructures. Il y a enfin une exigence sur un minima de stade, il y a enfin une exigence sur un minima de présence. Potentiellement des clubs, je pense à Guingamp, vont pouvoir arrêter de se battre avec les équipes de jeunes masculines pour rien qu'avoir un terrain d'entraînement avec des créneaux stables. Ça paraît simple, mais aujourd'hui, même des clubs qui fonctionnent n'ont pas ça encore aujourd'hui. Cet apport de la licence peut peut-être enfin permettre de régler tout ça, même si moi j'avais quand même posé un bémol sur le jour J, c'est que c'est expliqué nulle part, ou
sont les contraintes. C'est-à-dire qu'on dit pour avoir la licence, il faut faire tel. D'accord, mais comment on va le vérifier au jour le jour? Quelles sont les sanctions potentielles si un club venait avoir la licence, mais potentiellement en cours de saison ne remplirait pas ses obligations? Là-dessus, sur les leviers en fait pour mettre en œuvre cette licence, j'attends encore de voir jusqu'à où peut pousser la Fédé pour justement exiger, quitte à potentiellement être très dur, mais à voir justement comment elle va contrôler, entre guillemets, mais c'est pas le bon mot, mais vérifier la bonne tenue et la bonne marche de la chose, quoi. Patrick, sur la licence, je pense que tu as peut-être déjà répondu en disant qu'il y avait pas mal de points que le club des Girondins remplissait. Qui remplissent et je crois qu'il y a, alors je sais pas si ça fait partie de la licence, je sais pas, mais il y a aussi l'obligation de jouer 3 fois dans le stade premium. C'est J'attends juste de l'obligation sur la savoir. D1, ça, au global. Voilà, C'est pas j'attends dans juste de une savoir licence. ce qu'ils appelleront le stade premium aussi. Mais c'est sûr que ce soit pas Saint-Germain, tu vois, pour nous. Ça, je sais pas ce qu'ils mettent dans le mot premium. Sans doute que pour eux, simplement, c'est l'idée de dire quand tu es accolé à une section masculine, c'est le stade des hommes, en gros. Mais je pense que c'est au final premium doit être considéré avec un minima de spectateurs. Ça n'a pas été dit, mais je pense que ça doit être ça. Il doit y avoir un minimum, je Ouais. pense, à accueillir. Et potentiellement sur les conditions, même s'il y a une exigence techniquement que le terrain soit toujours de qualité, éclairé et avec une plateforme, je pense que pourrait y avoir une tolérance. Genre, je pense par exemple au centre d'entraînement de Lyon qui aujourd'hui techniquement rentre dans ces clous-là, mais qui ne peut pas être considéré comme un stade premium. C'est-à-dire qu'il rentre dans ces clous, mais ça reste pas un stade premium, ça reste pas un stade principal. Je pense qu'elle est là la nuance, même si effectivement derrière le mot premium, on sent que ça a été le mot un peu fourre-tout pour dire entre guillemets le stade des hommes ou un autre. Là-dessus, c'est pas encore bien clair. Et c'est vrai que pour Bordeaux, ça va être une question. Parce que Saint-Germain n'est pas le pire, mais Saint-Germain, il n'y a pas l'éclairage suffisant. Alors, c'est en négociation avec la mairie du Bouscat, en l'occurrence. Et, ils ont la volonté de l'améliorer, en tout cas. Bon, c'est hyper intéressant ce décryptage, messieurs, que vous nous faites, Patrick et Daniel. Merci beaucoup. Hein. On voit toutes les questions que ça pose, les problématiques et les interrogations aussi sur comment ça va se mettre en place. Dernier point, on apprend qu'il y a eu la création d'une ligue féminine professionnelle qui est prévue, mais pour 2024, qui sera gérée commercialement, sans doute à part de la FFF. C'est peut-être ça qui va générer le modèle économique. Alors, la Fédé a annoncé qu'elle resterait à l'intérieur de la Fédé jusqu'à présent. D'accord. Ah, c'est-à-dire que, en gros, pour être dans le détail, la Ligue féminine sera, si elle est votée en Assemblée générale le 10 juin prochain, s'établira le 1er juillet 2024, même si Philippe Diallo a bien rappelé que la plupart des éléments de la Ligue pro féminine seront déjà en place dès juillet 2023. C'est juste le temps que la structure se mette en place, d'avoir les statuts, que tout puisse rouler. Ils préfèrent prendre le 1er juillet 2024 avec à côté effectivement une société commerciale qui pourrait gérer aussi bien l'image de la dernière Arkema que les droits TV. Pareil, c'est en train de se mettre en place. Je sais qu'il y a une question et une discussion très technique à ce niveau-là, parce que c'est assez complexe à expliquer, mais dans les statuts et dans les règlements, techniquement, la création d'une société commerciale au sein de la Fédé pour gérer un championnat avec du professionnalisme, ça ne rentre pas pleinement dans le règlement et les statuts. Donc, il va falloir aussi discuter avec le législateur pour tenter de faire bouger un peu les lignes et permettre d'avoir un peu plus de largesse pour une société commerciale. C'est pour ça que ça a été poussé au 1er juillet 2024, le temps de régler effectivement toutes ces questions un peu législation, règlement, statut, qu'on puisse vraiment avoir à part entière une ligue professionnelle au sein de la fédération. Sachant que là, ça rappelait le fait qu'il n'y avait pas de volonté plus que ça d'avoir une indépendance de la ligue féminine par rapport à la fédération pour l'instant. Parce qu'ils estimaient que le cadre était suffisamment large et qu'ils avaient les marges de manœuvre suffisantes pour faire les avancées qu'ils voulaient. En gros. Intéressant. Et on apprend aussi qu'il y a un appel d'offres pour les droits télé pour les 4 prochaines années, de 2023 à 2027. Daniel, est-ce que Canal va se positionner ? Je pense. Après, honnêtement, même moi, j'ai pas d'infos. Je ne sais pas. Comme beaucoup dans le milieu, on sait qu'ils peuvent être les prétendants. À voir après qui vient et avec quelle somme, quelles ambitions. J'avoue que là-dessus, je suis curieux. On aura la réponse. Alors, tout dépend de la fédération. Techniquement, les enveloppes doivent être remises le 4 mai. Donc, techniquement, on peut avoir la réponse dès le 5, si la Fédé les déplie vite. J'avoue que je suis curieux là-dessus. Canal, évidemment, a l'ambition de repartir et de faire plus aussi, puisqu'il a obtenu aussi les évolutions sur le cahier des charges, qui était un gros problème. C'est pour ça aussi que beaucoup de diffuseurs rechignaient à potentiellement venir. C'est qu'avec un cahier des charges qui n'était pas exigeant, comme tu l'as dit un peu plus tôt, Patrick, on se retrouve des fois avec des stades où tu ne peux pas proposer une diffusion de qualité. Au final, ça te retombe aussi à demi dessus. Donc, ça sera dans les concurrents. Après, honnêtement, à l'instant T,
Donc, il peut y en avoir plusieurs. Là, il n'y a pas plus d'infos à ce niveau-là. Ça va être un peu la surprise, même si l'appel d'offres a la particularité d'avoir été divisé en plusieurs lots et potentiellement pourrait y avoir 2 diffuseurs, puisque on parle des matchs payants, mais il y a aussi la volonté d'avoir 10 matchs en clair, comme ça a été évoqué. Potentiellement, les 10 matchs en clair pourraient être vendus à un autre diffuseur et le reste du flux, comme on dit, pourrait être vendu pour avoir 2 diffuseurs différents et revenir au final à ce qui a existé avant Canal, qui était l'association France TV Eurosport, qui avait duré quelques années, où à l'époque on n'exigeait pas la diffusion à 100%. Il y avait la diffusion que d'une quarantaine de matchs, je crois, sur les 120, qu'un tiers. Mais c'était pareil, il y avait des matchs qui étaient à France TV en clair et le reste était pour Eurosport en privé. Potentiellement, on peut revenir à cette combinaison-là pour rester, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'idée d'avoir quand même une proposition en clair pour faire venir les gens, pour mettre en avant le foot féminin, comme ça a pu être le cas cette saison avec 1 ou 2 matchs sur C8, pour avoir quand même une proposition en clair pour que du public en plus puisse venir, quoi. Merci Daniel pour toutes ces précisions. Patrick, quand tu vois tout ce qui est lancé aujourd'hui, qu'est-ce que toi qui es amateur de foot féminin, supporter de la section féminine des Girondins de Bordeaux, qu'est-ce que tu te dis pour conclure cette émission? Qu'enfin les choses bougent et qu'il était temps parce qu'on a pris du retard quand même sur certains championnats. On le voit avec nos résultats en Ligue des Champions notamment. Mais je suis très content, encore une fois, je le répète, ça va faire 3 fois que je le dis, et que ce soit Jean-Michel Aulas qui s'en occupe. Donc ça va commencer à me gratter dans la gorge, mais je respecte beaucoup le bonhomme et notamment ce qu'il a fait pour le foot féminin. C'est dommage qu'il n'y ait plus Monsieur Nicolas non plus pour pouvoir l'aider dans cette tâche parce qu'il aurait été extrêmement performant. Je trouve qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on est vraiment dans un tournant et Daniel l'a souligné aussi, c'est le dernier virage et qu'il ne faut pas le rater et que enfin les choses bougent, enfin le statut d'athlète professionnel va être reconnu pour ces joueuses qui se battent depuis des années avec des protections sociales et tout ça qui sont insuffisantes aujourd'hui. Enfin, c'est assez navrant en 2023 de devoir se battre pour ça, mais bon, on ne va pas se plaindre que enfin les choses arrivent. J'espère que voilà, ça va. Pas gagné. C'est pas gagné, mais je trouve qu'on a. En tout cas, les propositions qui sont faites sont dans l'ordre des choses. Elles ne sont pas utopistes, elles sont réalisables et je pense que ça peut apporter qu'un plus. Maintenant, il va falloir aussi, c'est très important, là je parle pour Bordeaux, mais je parle pour tous les clubs, que eux aussi, à un moment donné, emboîtent le pas. C'est-à-dire que je le disais pour Bordeaux, parce que je suis supporter des Girondins, il faut saisir cette marche, il faut aujourd'hui profiter de la main que tend la FFF pour faire progresser le foot féminin avec toutes les aides, etc. Mais ça va nécessiter un investissement. Et il ne va pas falloir que ce soit conditionné à du sport masculin, à si le centre de formation fait ci, à si j'ai un terrain en plus. Non, il faut à un moment donné pousser les murs et y aller. Donc on espère très fort qu'à Bordeaux, ils vont le faire. J'ai un petit doute, mais je le souhaite énormément. Il va falloir que tous les clubs de D1 Arkema et de D2 et de D3 aussi aient l'envie d'investir. Le meilleur exemple pour la D1 Arkema, c'est Fleury. Hein. Fleury, il n'y a pas de grosse section masculine. Et par contre, il y a un président qui aujourd'hui s'investit totalement financièrement, notamment à perte, probablement. Je ne connais pas suffisamment le dossier, mais probablement à perte dans l'équipe de Fleury, qui est une très belle équipe, qui jouent sur un terrain indigne de leur statut. Mais voilà, donc j'espère que ça va se passer. J'espère que les Girondins vont l'entendre et qu'aujourd'hui, on va enfin pouvoir profiter d'un spectacle de qualité avec les diffuseurs, les stades, les joueuses en D1 Arkema. Pas avant 18 à 24 mois, hein, je pense, les résultats de ce plan de développement, les effets. Il va falloir minimum. Il va falloir du temps pour que ça se mette en place, pour que les clubs suivent et mettent un peu en place. Peut-être pas dès la saison prochaine, mais d'ici 2 à 3 saisons. Quoi. On voit déjà des premiers effets. On va voir déjà l'appel d'offres audiovisuel. Moi, j'aimerais beaucoup combien ça va rapporter. Ouais, j'aimerais beaucoup, tu vois, qu'on parlait des diffuseurs, je m'arrête là-dessus, mais qu'on ait un diffuseur du type DAZN sur YouTube, tu vois, que ça puisse être diffusé sur des choses comme ça, sur des canaux comme ça, même payants. Hein, je pense que ce serait une des bonnes idées de la D1. Amazon, de un moment. Bien pensé, hein. mais voilà, mais je pense que ce truc-là de diffusion aujourd'hui pourrait parler à des jeunes, pourrait parler, et ce serait pas forcément très cher. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait aussi tendre vers ça. Il y a des matchs premium qui doivent être correctement diffusés par Canal. Ils le font déjà le vendredi soir. Hein, donc il y a des matchs premium qui doivent être diffusés de façon
parfaite, on va dire, avec un beau stade, un duo, trio, commentateurs, etc., avec les joueuses et les clubs qui mettent la bonne volonté nécessaire pour le promouvoir. Et on doit peut-être trouver une autre solution pour qu'il y ait une diffusion un peu intermédiaire, qualitative, parce que quand tu regardes les matchs de Ligue des Champions sur ces chaînes-là, ça reste qualitatif, mais avec un autre canal qui permettrait de toucher plus de monde. Tu veux réagir à ça et après je conclue. Non, ça peut être une option, effectivement, après avoir s'ils sont prêts à venir, ces acteurs-là, que ce soit DAZN, que ce soit Amazon, on pense... Alors ça peut penser très loin, même à Apple, hein, si on peut tirer. Mais à voir après s'ils ont envie de venir, de s'investir, de construire une assurance aussi. Par exemple, je sais que beaucoup citent DAZN. DAZN en Allemagne, il y avait une assise. DAZN en Espagne, il y avait une assise. DAZN en France, en foot, n'a aucune assise. Venir que sur de la D1 Arkema, ça peut se tenter, mais ça me paraît quand même extrêmement risqué, même pour eux. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une possibilité, mais encore une fois, à voir après ce qui est signé, ce qui peut être fait, et aussi à quel point chaque acteur est prêt à mettre les moyens de toute manière dans ce qui va être rendu à la fédération. Il y a certes la somme qu'ils sont prêts à mettre sur la table, mais bien évidemment que aussi le traitement éditorial sera pris en ligne de compte. Eh bien, merci messieurs, merci Patrick Gomez. On te retrouve bientôt dans d'autres émissions et au Stade Saint-Germain et au Matmut Atlantique aussi. Et au Matmut et partout. Et, merci Daniel Marquez qu'on retrouve sur Foot au féminin, aux commentaires de la D1 Arkema sur Canal. Voilà, vous entendez sa voix, vous voyez son visage. Merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup de ta participation. Et puis merci à tous ceux qui ont regardé cette émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao. Ciao.